Claude Fischler, l'omnivore. Mangeur éternel et mangeur moderne. Manger, rien de plus vital, rien d'aussi intime. Intime est bien l'adjectif qui s'impose. En latin, intimus est le superlatif de interior. En incorporant les aliments, nous les faisons donc accéder au comble de l'intériorité. C'est bien ce qu'entend la sagesse des nations lorsqu'elle dit que nous sommes ce que nous mangeons. À tout le moins, ce que nous mangeons devient nous-mêmes. Le vêtement, les cosmétiques ne sont qu'au contact de notre corps. Les aliments, eux, doivent franchir la barrière orale, s'introduire en nous et devenir notre substance intime. Il y a donc par essence quelque gravité attachée à l'acte d'incorporation. L'alimentation est le domaine de l'appétit et du désir gratifié, du plaisir, mais aussi de la méfiance, de l'incertitude, de l'anxiété. Dans le cours de l'histoire humaine, c'est surtout l'aspect vital qui a retenu l'attention. Depuis les origines, la nourriture a sans doute été la préoccupation la plus envahissante de l'existence humaine. Exister, c'était réussir à subsister. La subsistance était la substance même de la vie. Dans la quasi-totalité des sociétés traditionnelles, la vie était, est encore, scandée par des périodes d'incertitude, de pénurie. Chez les chasseurs-cueilleurs, c'est le gibier qui vient à manquer. Chez les agriculteurs, c'est la soudure saisonnière qui se fait mal. Il s'agissait par tous les moyens de réduire autant que possible cette marge d'incertitude. Pour un occidental du XXe siècle, l'alimentation ne devrait plus guère poser de questions. À vivre dans les sociétés les plus développées, nous ne courons plus guère le risque de manquer. La dernière disette, en France, a eu lieu en 1741-1742. La grande famine irlandaise de la pomme de terre date de 1846-1848. Depuis, seule la guerre a ramené la pénurie et, provisoirement ou localement, la famine. Joindre les deux bouts depuis belle lurette n'est plus un problème de nourriture mais d'argent. Aujourd'hui, les incertitudes saisonnières sont oubliées. La distribution moderne a même gommé les derniers restes de saisonnalité. Il nous paraît presque scandaleux d'être privés de fraises en hiver ou de raisins au printemps. Dans nos contrées, ce sont les plus âgés, marqués par les souvenirs de guerre mondiale, qui se refusent à jeter du pain, qui stockent le sucre ou l'huile en cas de tension politique internationale. Ce sont les plus mobilisés qui frémissent à la pensée de gaspiller la nourriture. Nous savons bien que la faim sévit, mais loin dans le tiers-monde. Et pourtant, en dépit de cette sécurité et de cette abondance, l'alimentation semble plus que jamais nous préoccuper, voire nous inquiéter. L'enjeu vital est désamorcé, mais l'enjeu intime nous tenaille plus que jamais. Nos sociétés sécrètent probablement plus de discours sur la nourriture qu'aucune autre n'en a jamais produit. L'alimentation est l'un des grands thèmes problèmes du temps. La médecine, officielle et parallèle, le consumérisme, la presse, l'édition, les mass-médias, la littérature même en traitent constamment. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Occident bien nourri s'est donné une discipline médicale spécialisée, la nutrition. Voici qu'elle est chaque jour davantage mise en demeure de situer les périls, de prescrire les bons choix, de dire où sont le bien et le mal alimentaire. La presse, l'édition contemporaine produisent continuellement du discours sur l'alimentation, qu'il s'agisse de régime et de santé ou de recettes et de plaisir. La nourriture est partout dans les conversations, dans les opinions, dans les enseignements. La diète et la gastronomie sont également à l'ordre du jour. Au dernier quart du XXe siècle, l'esprit du temps est à la fois à la restriction et au plaisir, au régime et à l'art culinaire. Que manger, comment manger sont des questions qui reviennent sans cesse. Tout se passe comme si l'acte alimentaire, par essence, posait un problème délicat, difficile, peut-être insoluble à l'individu. La nourriture quotidienne est en fait devenue si problématique, elle va si peu de soi, que l'on se préoccupe aujourd'hui d'apprendre aux enfants à manger et que l'on a inventé pour cela l'éducation nutritionnelle. Bien entendu, ce ne sont plus ni la peur de manquer ni l'obsession de l'approvisionnement qui occupent les esprits. L'inquiétude contemporaine est double. C'est d'abord celle des excès et des poisons de la modernité, et devant ce danger, celle du choix et de ses critères. L'abondance, la pléthore, voilà le péril inédit qu'il nous faut affronter. Le mangeur moderne doit gérer non plus la pénurie mais la profusion. Il doit trancher entre des sollicitations multiples, agressives, alléchantes, contradictoires. Il doit opérer des sélections, faire des comparaisons, établir des priorités, combattre des pulsions, résister à des impulsions. Bref, déployer tous ses efforts non pour se procurer l'indispensable, mais pour rejeter le superflu avec discernement. Il se sent par ailleurs menacé sur un front voisin, celui des toxicités. L'aliment moderne nous semble parfois se réduire à ses apparences, de sorte que le soupçon se porte sur ce qu'il contient réellement. Dans les périodes de troubles et de guerre, la rumeur court que l'ennemi a empoisonné les puits. Dans notre sécurité alimentaire moderne, paradoxalement, le soupçon surgit à nouveau. Il se porte sur les produits que concocte l'industrie hors de nos regards, dans de louches chaudrons. Additifs, colorants, pollutions diverses ressuscitent ou perpétuent des inquiétudes immémoriales. Ces inquiétudes, il faut admettre qu'elles ne tiennent pas seulement à la réalité des périls que portent en eux nos aliments, mais aussi à l'imaginaire du mangeur. La situation, en effet, est nouvelle, mais le mangeur, lui, ne l'est pas.
Il appartient toujours à l'espèce Homo sapiens, un omnivore dont les caractéristiques biologiques, forgées au fil de l'évolution par la pénurie ou l'incertitude, n'ont pas encore pu être modifiées par les quelques décennies d'abondance qu'il a vécues. Le mangeur du XXe siècle doit donc faire face à la constante et régulière abondance actuelle avec un organisme plus adapté à l'irrégularité des ressources, à l'incertitude. Les réponses que déclenche en nous cette situation pratiquement sans précédent dans l'histoire de notre espèce ne sont en fait pas toujours, pas totalement, différentes de celles qu'auraient suscité les incertitudes d'un environnement plus primitif chez un omnivore sauvage. La grande angoisse du mangeur moderne, comme peut-être celle du primate ancestral, résulte en fait d'une incertitude liée au choix des aliments. Et cette angoisse, on le verra, est consubstantielle à l'état d'omnivore, une condition ancrée dans notre être biologique, dans notre métabolisme, mais sans doute aussi dans nos têtes. Pour comprendre le mangeur moderne, il faut donc d'abord s'interroger sur le mangeur immémorial. Entre les deux, il y a en commun un mangeur éternel. Dans l'incertitude comme dans l'abondance, il y a une continuité, une universalité anthropologique du mangeur. C'est l'objet de la première partie de cet ouvrage. La seconde partie, elle, traite de l'autre dimension du lien de l'homme avec ses aliments, celle de la diversité, de la variabilité, de la fluctuation, du changement. Comment le fond anthropologique interagit-il avec l'histoire, l'environnement, le changement social, économique, les idées? Comment s'instaure, se répercute, évolue, se transforme la modernité alimentaire? Quelle sécrétion, quelle concrétion sociale, culturelle, mythologique, imaginaire s'accroche-t-elle au manger contemporain, à la cuisine et à la gourmandise, à la restriction et au régime? Nous verrons que derrière ces questions se profilent d'autres interrogations, parfois immenses et sans réponse dans l'état actuel des connaissances. Pour les aborder et, faute d'y répondre, dresser une ébauche du bilan du savoir et des ignorances, il faudra transgresser les barrières disciplinaires, faire des incursions dans l'histoire et l'anthropologie, la sociologie et la psychologie, l'économie et la nutrition, etc.